il y a eu un petit creux au début des années 90, pareil, tu sais, on suivait ce qui se passait en Californie, on suivait les courants mondiaux, à tout le moins nord-américains. Tu sais, dans les années 80, là, des gars comme Tony Hawk pouvaient faire jusqu'à 10-15 000 $ par mois juste en vente de skate, à 1 pièce de ristourne par skate vendu. Fait que t'imagines le nombre de skates qui se vendaient, qui faisaient des salaires, ils ont comme connu un pic, là. C'était le high des années 80. Il va falloir attendre au milieu des années 90 pour que ça revienne un high de même. Parce que, justement, le début des années 90, là, on va arriver dans le street. Puis ça, les roues, là, ça va être des 40 mm, 39, les roues les plus petites possibles pour que le board soit plus léger, pour faciliter les flips. Puis là, on va commencer à skater les plazas, on va commencer à skater les ledges. Ça va être plus... on va descendre dans le street, les marches. Tu sais, Embarcadero à San Francisco va devenir la mecque du skate, la place où ce que tous les skaters rad des années 92, 93, tout le monde va aller skater là. The Embarcadero Center and the hotel and the ferry building right there, it reminds you that you're in the middle of the city. So within a couple of years, you have people like Keith Hufnagel and Chris Keefe and Jeff Pang and all these other people from the East Coast coming to Embarcadero. C'est là que les tricks vont se développer, les kickflips en street, en roulant, les tree flips, les kickflips to crooked grind. Donc là, on va comme réinventer, on va ajouter un côté beaucoup plus technique au skate. On va aller chercher des éléments du freestyle qu'on va adapter au street. Là, ça va comme exploser. Justement, tu vas avoir... en 95, les X-Games vont aller sur des chaînes nationales. 99, Tony Hawk va faire le fameux 900 avec des codes d'écoute incroyables. La même année, je pense que c'est septembre 99, Tony Hawk Pro Skater, qui va aller chercher tout le monde, que tu sois skater ou pas. Tout le monde va triper sur ce jeu-là. Ça va être probablement un des jeux les plus vendus là, au début des années 2000. Le skate est rentré dans les films mainstream, les films de grand public, Police Academy, Cat. Il va avoir des scènes de skate faites par des skateboarders professionnels à l'époque. Donc tu vas avoir Caballero, Mike McGill, puis même que Tony Hawk avait été engagé pour être le stunt double du personnage principal. Puis entre le temps qu'il est engagé puis le début du tournage du film, il a trop grandi. Fait que là, il a fait les premières scènes, puis là, à un moment donné, ils ont fait comme ça fait plus de sens, ça marche plus, fait qu'ils ont engagé un autre skater pour le remplacer. Fait que Tony Hawk a pas été tant que ça dans le film au final. Police Academy, c'est des films que le monde voyait beaucoup. Les Back to the Future, super populaires. Fait que ça va rendre le skate, ça va démocratiser le skate, tu sais, ça va... T'es un petit cul chez vous, tu regardes Police Academy, puis c'est comme, je vais faire du skate comme ça, moi aussi. Puis après ça, il y a des films qui vont être quand même gros budget, un peu plus, je dirais pas série B, mais tu vas avoir Trash-In, plus basé sur le skate. C'est un film, c'est une histoire, l'histoire au complet, c'est du skate. Il y en avait eu, je me souviens, dans le début des années 80, on écoutait La Gang des BMX, qui était un film sur le BMX. Même genre de film, mais sur l'histoire du skate. Fait que ça va commencer. Puis là, t'as Paul Peralta qui vont commencer à faire les premiers vidéos de skate aussi, qui vont être sous forme de film avec une petite histoire, avec un fil narratif, tu sais, pas comme les films de skate qu'on connaît aujourd'hui ou qu'on a connus le plus dans les milieux des années 90. Parce qu'aujourd'hui, les films de skate, on s'entend que avec le passage à l'Internet, on a perdu cette culture-là. Même s'il y en a encore des films long-métrages, c'est plus des parts maintenant. Là. Un skater va sortir une part, ça va passer sur YouTube, puis ça va tomber dans l'oubli. Là. Dans le temps, t'avais 4, 5, 6 VHS de skate, des DVD, puis t'es écoutais 200 fois. Là. En skateboard, il y a deux positions principales pour se déplacer puis rouler. La première position qui s'appelle regular,
dans le fond, consiste à avoir son pied gauche en avant et de se pousser avec son pied droit. L'inverse, la position qui s'appelle Goofy, qui consiste à avoir le pied droit à l'avant, mais de se pousser avec le pied gauche. Peu importe ta position de base, que tu te pousses avec le pied gauche ou que tu te pousses avec le pied droit, il existe différentes variations, différents stances en skateboard qui peuvent varier la difficulté d'un tricks et aussi le jugement d'une note lors d'une compétition. Il y a le fakie, le nollie et le switch. Pour comprendre de façon simple ces variations de position, on peut dire que le switch, c'est l'équivalent de skater de son mauvais côté. On utilise complètement l'autre jambe pour se pousser. Le nollie, c'est l'équivalent de rouler à l'avant de sa planche, avec sa mauvaise jambe aussi lorsqu'on va faire une manœuvre. Et le fakie, qui consiste à rouler de reculons. Puis moi, c'est quand j'étais en secondaire 1, à peu près, à l'école La Source, qu'on a eu un premier genre de skateboard qui était installé de manière non permanente dans le stationnement. Puis là, ben, c'est vraiment là qu'on a vu le skateboard des années 90 avec les planches plus modernes là, qu'on connaît encore aujourd'hui, qui sont devenues vraiment populaires. Et là, c'était extrêmement populaire. Fait que oui, on a suivi la vague américaine, mais ça, c'est venu beaucoup avec la musique. C'est-à-dire qu'à mesure que ce qu'on a appelé le skate punk ou le punk rock californien est devenu populaire, au Québec, c'est devenu extrêmement populaire. À Rouen, le punk rock, c'était immense. Je te parle d'à peu près, je sais pas, 95 jusqu'à 2000. Le punk rock, c'était débile. Là. On avait des événements qui pouvaient rassembler. T'sais, si tu avais 3 groupes locaux, tu pouvais quand même avoir 500 jeunes qui se rassemblaient dans une salle pour aller voir un show. Puis on y allait avec nos skateboards, là, littéralement. T'sais. Fait que c'était comme tout ça était associé ensemble. Fait que dans les années 90, au skatepark de l'école La Source, moi, j'étais là tout le temps, tous les jours. Puis tu sais, même si j'étais pas particulièrement bon en skateboard, il y avait une culture autour de ça. Il y avait beaucoup de respect puis d'amitié entre tout le monde qui y allait. Puis tranquillement aussi, on a vu exactement comme les films de skateboard, on le faisait. On a vu aussi la culture hip-hop commencer à rentrer là-dedans. C'est-à-dire que la génération peut-être 1 an ou 2 ans plus jeune que moi, ben ils ont commencé à écouter du rap. Ils ont commencé à amener leur musique au skatepark, puis la patente. Puis au début, on était un peu comme « Oh, pas sûr, tu sais, nous autres, c'est du punk rock. » Puis finalement, ça n'a pas été long que tout ça s'est intégré puis que la culture du skateboard ici a évolué comme aux États-Unis. Fait que c'est sûr que les films de skateboard qu'on réussissait à s'échanger, à trouver. Il y en a un qui allait à Montréal dans un skate shop. Moi, j'allais souvent à Ottawa, à Top of the World. J'avais de la famille là-bas. Tout le monde ramenait à un moment donné le vidéo ou un quelque chose. C'est l'époque pré-Internet. Fait que, il fallait que tout le monde mette la main à la pâte. Puis après ça, on se prêtait les cassettes. On les tapait. On avait 2 VHS, un par-dessus l'autre. On s'y enregistrait. Fait que ça nous permettait d'être au fait de la culture du skateboard. Le Thrasher Magazine, le Transworld aussi. Puis il y en avait peut-être d'autres. Tu pouvais les acheter genre aux Jean Coutu, là, à la pharmacie. Fait que il y en avait partout des magazines de skate qui étaient accessibles. Moi, les murs de ma chambre étaient tapissés complètement de pages du Thrasher Magazine. Là. Mes murs, il n'y avait aucun spot libre, c'était juste des pages de Thrasher. Ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est comment attraper sa planche. Cette manœuvre-là va m'amener à vous montrer autre chose aussi quand je vous parlais dans l'autre cours d'apprendre progressivement, de vous donner confiance. Je vais revenir à ça vers la fin. Pour attraper sa planche, l'important, c'est qu'on tape sur la planche comme ça pour qu'il y ait un impact puis qu'elle rebondisse, mais en même temps, on veut approcher sa jambe de nous. La skate, elle va lever, il faut faire attention. Partie sensible, le bout des doigts. Pour l'attraper, au début, je conseille... C'est au bout des doigts. Non, les parties sensibles et le bout des doigts. OK. Fait que quand on l'attrape, on peut essayer au début de le pogner avec ses 2 mains parce qu'il va s'en venir vers nous autres comme ça. Le concept, en fait, là, c'est de peser pour qu'il rebondisse. Fait qu'on peut lâcher son pied. Quand je dis d'approcher sa jambe, c'est pour vous aider à le pitcher vers vous, mais on tape, puis le pied reste pas sur le skate. Le skate va venir vers nous. Fait qu'après ça, ben, en tapant plus tard, on est capable de l'attraper tout le temps à la même place ou avec une main, ou l'attraper sur le côté. Les bandes sensibles. Ou l'attraper sur le côté. C'est vraiment de le pratiquer, mais au départ, je conseille de l'attraper avec 2 mains pour comprendre comment il va réagir. OK. Puis ça, vous pouvez aussi taper sur votre skate de côté de main. Ça y fait tourner la planche. Jouer avec votre planche comme ça va vous aider à comprendre comment elle réagit. Attraper le skate va aider à d'autres trucs plus tard. T'attaques ma planche. Attendez. Excusez. Alors, allez-y, je vous laisse essayer. Aïe aïe! Bien essai.
Je me sens comme dans Harry Potter quand il faut qu'il attrape un balai. Là. Dans le premier film. C'est bon, Mais ça Attends, je l'avais. Oh, pour vrai, je suis rendu à l'attraper à une main. Plus qu'on le fait, et en frappant toujours à la même place, à la même force, le skate va toujours à la même place. Après ça, c'est de trouver l'entre-deux. Qui tourne pas. Puis, le fait que votre planche tourne sur elle-même, vous êtes peut-être moins centré. Fait que si on est sur le côté, mais qu'elle frappe, elle va y aller. Si on tape vraiment en dessous des vis, elle va lever droite. Exact. Quand je parlais d'apprendre de façon progressive puis de se donner confiance, exemple, attraper sa planche, j'ai pratiqué pendant plusieurs heures à juste attraper ma planche à gauche ici, sur le bord de la roue. J'ai fait ça pour m'amener à un autre truc qui m'amenait. Fait que j'ai fait ça, j'ai répété le geste. Quand je l'avais pratiquement toutes les fois, une autre session, en tenant mon skate à partir de là, j'ai pratiqué à faire ça. On n'est pas rendu là, vous n'êtes pas obligé de l'essayer. C'est pour vous expliquer le progrès. Okay. Tu sais, en le prenant de même, j'ai pratiqué à faire ça. Au début, je l'avais pas, il tournait trop vite, etc. Après, quand j'ai confiance des deux trucs, j'ai commencé à l'attraper et à faire les deux. Mettre mon pied ensuite. Puis quand tu maîtrises toutes les étapes, là, après ça, tu peux essayer de sauter sur ton skate de main. C'est d'y aller progressivement puis de se donner confiance. Tu sais, j'ai pas essayé ça à sauter dessus le premier jour. Oui. Puis là, après ça, il y a d'autres exemples. Si on l'attrape, on peut le faire tourner comme ça, sauter dessus. On peut l'attraper avec l'autre main. Quand on roule, on peut enlever un pied pour sauter. Ça s'appelle un boneless. Je suis en train de perdre le souffle. Fait qu'il y a vraiment plein de façons, mais c'est surtout d'apprendre de façon progressive puis de se donner confiance pour arriver à ces trucs-là. Je l'ai fait tellement de fois avec un pied à la fois que le coup, je l'essaye, il y a beaucoup moins de risques. N'oubliez pas, on frappe droit en dessous des vis, un peu vers nous, puis on enlève notre pied pour laisser la planche comme ça. Non, je peux pas partir avec. C'est vraiment de jouer comme ça avec sa planche pour comprendre quelle force qu'il faut que tu lui donnes pour qu'elle rebondisse à telle hauteur. Check le skill. Oh, quand même! Hein? Essayes-tu d'en avoir un? Clean. Genre, avec une main, là. Avec une main. Ok, tu veux pas? Un là, qui est là juste. Juste avec une. Juste. Je peux l'attraper de ma main droite. Tu peux l'attraper de ta main droite. Dans les années 90, c'était complètement là. Moi, quand je faisais du skateboard, là, dans sa rue principale, mettons, à Rouyn-Noranda, la police nous achalait tout le temps, puis on se faisait dire que c'était illégal. Moi, j'ai jamais eu de preuve non plus que c'était véritablement illégal, là, je sais pas. Là. Tant qu'à moi, si un vélo peut se promener et doit se promener sur l'accotement de la rue, en quelque sorte, un skateboard devrait pouvoir se promener là aussi. Fait que moi, ça a toujours été mon approche. Cependant, dans les années 90, il y avait ça. Après ça, pour moi, c'est beaucoup avec les années 80. Je pense que cette perception-là est arrivée parce que si on regarde des films comme Thrashin', qui est arrivé au milieu des années 80 à peu près, on a commencé à associer le mouvement punk avec le skateboard. Puis tu sais, Thrashin', moi, j'ai réussi à trouver la VHS ici à Rouyn dans les clubs vidéo. Tu sais, je pouvais louer ça dans les années 90, puis je faisais comme « Ah, OK, ils ont encore ce vieux film-là. » Fait que c'est sûr que c'est avec des éléments de culture populaire comme ça que le skateboard a commencé à être associé à des cultures plus marginales, plus alternatives. Aussi avec le Thrasher Magazine, qui allait parler beaucoup de musique punk à l'intérieur de ses pages. J'espère que la présence du skateboard aux Jeux olympiques va effectivement contribuer à changer la perception de ce sport-là, parce que, tu sais, c'est niaiseux de s'arrêter à certaines perceptions. Tu sais, c'est comme s'il fallait qu'on s'arrête à la perception que moi, par exemple, j'ai de la communauté du hockey suivant un paquet de scandales de nature sexuelle et pour dire, ah ben là, on finance plus le hockey parce que c'est juste des violeurs. Ce serait pas correct parce que c'est pas de même que ça marche, puis c'est pas tous les joueurs de hockey qui sont des violeurs parce qu'il y a eu des scandales comme ça. Fait qu'il faut être capable de faire la part des choses dans la vie puis de faire comme on a effectivement dans chaque sport, dans chaque communauté, il va y avoir
avoir des gens en problème. Il y en a eu effectivement dans le monde du skateboard, des gens qui ont été plus bums que d'autres. Mais avec les Jeux olympiques, les gens qui se rendent là, c'est des athlètes de haut niveau. Là. Je veux dire, j'aimerais ça qu'on voit davantage, peut-être même à quel point ces gens-là doivent se préparer physiquement, mentalement, puis faire attention à eux autres, puis avoir après ça autour d'eux autres aussi des communautés qui se rassemblent, puis des jeunes qui les voient, puis qui en font, qui prennent comme modèle. Tu sais, quand tu vas aussi à Montréal, par exemple, au Taz, le grand skatepark intérieur, là, j'en ai des frissons en disant ça. Moi, quand je vais là, je regarde les gens qui sont talentueux, puis je me dis... My God, mais tu sais, on est dans un lieu qui est hyper sain, qui est très sécuritaire, où on va avoir des jeunes qui vont y aller avec leurs parents, mais quand je dis jeunes, de très jeunes enfants, où il va y avoir des skateparks qui vont être adaptés à leur niveau. Il va y avoir des skateparks aussi là-bas, qui en a comme finalement 2 ou 3 là, à l'intérieur, qui vont être adaptés à tous les niveaux, en fait. Puis c'est là que tu vois que ça rassemble les gens. Moi, je suis allé passer beaucoup de temps là avec non seulement mon fils, mais aussi avec une amie qui, elle, était en train d'introduire sa fille à la culture du skateboard. Puis on parle là, d'une enfant, à ce moment-là, qui avait peut-être 5 ans, et elle était bienvenue, là. Fait qu'il n'y en a pas de bum dans des... Tu comprends? Dans des lieux comme ça. C'est un lieu, ce sont des lieux familiaux, ce sont des lieux où cette culture-là est partagée, puis avec toute la sécurité qui est nécessaire pour le faire aussi. Fait que des institutions comme ça, on pourra en avoir dans notre région, puis les gens et les skaters, les gens pourraient voir que c'est quelque chose de sain, puis les skaters pourraient vivre leur passion davantage. Au début des années 2000, ils vont voter une loi pour dire que le skate, c'est comme pas décriminalisé, mais c'était comme considéré comme un sport hasardeux, que si tu te fais mal, tu peux pas poursuivre la ville. Fait que là, ça va ouvrir les portes des spots qui ont toujours été illégaux. Puis là, ils vont pouvoir recommencer à construire des skateparks parce qu'ils vont comme se déculpabiliser sans laver les mains. Si tu te fais mal, ben tu peux plus poursuivre la ville. Je pense que c'était un peu ça. Tu sais, oui, la culture du skate était mal vue, t'étais des punks, t'étais des bums, mais t'avais aussi le fait que si tu te plantes, si tu fais quelque chose, tu sais, tu peux revenir contre la ville, ou si tu es sur le terrain d'une entreprise, ben puis que tu te casses une jambe, ben l'entreprise va avoir peur de se faire poursuivre, fait qu'ils vont faire comme viens pas jouer ici, là, c'est pas... Fait que tu vas avoir ça, puis dans le code de la route, les vélos, les piétons, puis les autos, puis tout autre objet contondant, roulant est prohibé. Fait que tu sais, je pense que ça, aujourd'hui, c'est accepté, là. Aujourd'hui, tu peux te promener en ville, tu peux te promener sa main dans le skate, puis tu te feras pas achaler. Mais dans le temps, oublie ça, là, surtout qu'ils entendaient des roues rouler, ils te collaient. Le skate, au tournant des années 2000, va voir apparaître, tu sais, ce que ben du monde jusqu'à la fin des années 90, puis même encore aujourd'hui, il y a un débat. C'est un sport, le skate, c'est pas un sport, c'est un art. Fin des années 90, début 2000, là, t'as des compagnies comme Nike, t'as Adidas, Converse, quoi Converse, c'était là un peu avant, mais t'as ces grosses multinationales-là qui vont rentrer. Nike va faire les dunks, va créer Nike SB, vont commencer à commanditer des riders qui vont devenir des vedettes. T'sais, tu n'as plus besoin de juste suivre le skate dans les revues ou les vidéos. Ça va devenir un sport jusqu'à devenir une discipline olympique. Là. Fait que tu sais, que tu sois pour ou contre, il y a plusieurs écoles de pensée, que tu sois pour ou contre, ça reste que ça amène une nouvelle dimension au skate. Ça va changer la game. Ça va relayer ton sponsor de board qui était comme pour devenir pro, fallait que tu aies ton nom sur un board, à j'ai même plus besoin d'être sponsé par une compagnie, je peux juste être sponsé par Red Bull, puis par Nike, puis je vais faire des millions, là, tu sais, des gars comme Nyjah, bon, Nyjah est parti de sa compagnie, mais tu sais, le sponsor de board devient plus important, il y a des gros riders, là, j'écoutais au Nine Club Matt Berger, là, il n'y a plus de sponsor de board présentement, puis tu sais, il dit je veux attendre. Avant, c'était comme hey, je veux rider pour Zero, je veux rider pour Chocolate. Maintenant, c'est regarde, je fais ma vie avec YouTube, je fais ma vie avec les compétitions, j'ai Monster qui me commandite, j'ai des Nike ou des Adidas d'un pied. Je vais attendre de me trouver un team que j'ai le goût de skater avec, tu sais.
les skateboarders deviennent des petites entreprises, tu sais, qui vont finalement travailler quasiment pour la compagnie au lieu que ce soit le contraire. Ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est vraiment comment avoir une circulation fluide. Moi, j'appelle ça se faire un reset. C'est qu'après avoir fait une manœuvre, on revient à notre point de départ de la même position qu'on était parti. Fait qu'on, c'est là l'idée du reset, pour être capable de refaire ces deux mêmes trucs-là en combinaison à l'infini. Quand on est bien à l'aise avec une séquence de 2-3 trucs comme ça, ben on peut commencer à s'inventer des nouvelles séquences. Quand on voit des gens faire de la mini-rampe puis faire une quinzaine, une vingtaine de trucs de suite, ils pensent pas nécessairement à ces 20 trucs-là à l'avance, mais ils se sont préparés ou programmés peut-être 7-8 séquences de trucs différentes. Fait qu'en sachant qu'il est atterri de telle façon ou que ses pieds sont positionnés un peu plus larges ou un peu moins larges, ben il va y aller selon des trucs qu'il connaît avec ce positionnement-là pour refaire un reset et ensuite redécoller avec une nouvelle séquence de 2-3 trucs. Donc là, au premier cours, on a appris comment drop-in. Là, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est drop-in, aller de l'autre côté de la rampe, traverser nos essieux avant, les trucks en avant. Ça s'appelle un rock. Revenir en position fakie pour revenir se placer en position de drop-in. On revient en fakie, on va faire un tail stall qu'on appelle, pour après ça être replacé pour refaire un drop-in, aller refaire un rock, revenir et refaire un drop-in. Comme ça à l'infini. Si on est capable de maîtriser ces deux trucs-là, après, ben, quand on apprend n'importe quel autre truc, on sait que si on manque de vitesse ou qu'on est plus ou moins bien placé, on a juste à faire un rock, tout fakie, pour revenir en tail et après ça, appréhender ce qui s'en vient, puis refaire une nouvelle séquence. Comme on connaît déjà le drop-in, ce qui nous reste à apprendre, dans le fond, c'est le rock to fakie. Le rock to fakie qui consiste, comme je disais, à faire un petit manual, de se mettre en équilibre sur les roues arrière juste avant d'arriver près du tuyau pour que nos roues avant passent par-dessus le tuyau. On va s'accoter, on prend un petit moment de pause et on revient de reculons en faisant un autre appui ici pour se mettre en équilibre, laisser passer notre roue par-dessus le tuyau et revenir accoter sa roue pour partir. Ce qui est important avec le rock to fakie, c'est que il faut aller placer nos roues avant le plus près possible du tuyau. On veut avoir le plus long de rampe possible pour avoir un momentum et une puissance qui nous ramène de l'autre côté plus facilement. Si nos roues traversent et reviennent trop bas dans la transition, on va perdre tout notre momentum et notre vitesse, puis il va être difficile d'aller se replacer de l'autre côté en terre. Maintenant qu'on sait comment faire un rock et revenir avec le plus d'énergie possible, le plus de vitesse, l'important c'est de venir se replacer en tail stall. Quand j'arrive dans la rampe prêt à monter, j'enlève mon poids, un peu comme le même principe du pump, mais en arrivant sur le dessus, je penche mon poids. C'est l'inverse du drop-in. Le drop-in, on part du dessus et on se penche vers la rampe. Là, on arrive de la rampe et on veut aller reporter notre épaule sur le dessus. Je monte tranquillement. Au début, je l'apprends en allant juste porter mes roues, accoter mes roues sur le tuyau pour comprendre à quelle vitesse revenir. Et éventuellement, quand les roues sont rendues sur le tuyau, qu'on les sent à côté, on met tout notre poids et il faut un peu sauter légèrement, enlever son poids de la rampe pour aller la porter dessus. Ce qui va permettre vraiment au skate de revenir droit et se stabiliser en dessous de nos pieds pour être en position de drop-in. Construit en 2010 avec un budget d'environ 110 000 $, le skatepark de Rouyn-Noranda est situé en plein centre-ville, à l'école La Source. Étant l'un des premiers parcs de ce genre en région, il a marqué un tournant en ouvrant la voie à plusieurs projets similaires par la suite. Avec sa surface de roulement de qualité et son emplacement central, il offre un espace accessible aux jeunes de la communauté. Le site contient toutefois quelques défauts. Il n'est pas éclairé en soirée, son accès est limité par l'horaire scolaire et l'espace restreint rend les modules trop rapprochés, ce qui réduit la fluidité de la pratique. Malgré ces contraintes, il conserve une valeur importante comme lieu de rencontre et de pratique pour les skateurs locaux.